pas bien. Ensuite, vous allez avoir des scènes clés importantes qui vont être très cool, genre ce que vous voulez, un camion en feu, un sacrifice humain, wow, ça va être bien, tout ça. Et entre-temps, vous allez avoir des creux, ça va être moins bien. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas bien dans tous les cas, mais dans le jeu vidéo, c'est pas mal parce qu'il faut une granularité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le directeur créatif, un français de Batman Arkham Asylum. Il faut avoir une granularité dans le récit. C'est-à-dire, c'est bien de temps en temps de un peu s'emmerder parce que tout d'un coup, on se prend une taloche et on est réveillé, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est pas mal, même s'il ne faut pas tomber dans le petit réflexe des cliffhangers, tout ça. Moi, j'aime bien. On a souvent le terme de twist, c'est-à-dire qu'on a une histoire, puis on a une révélation et on comprend l'histoire de façon différente. Moi, j'aime bien le concevoir sous forme de poupée gigogne, c'est-à-dire que vous êtes dans une première poupée gigogne, vous avez une perception du monde, tout d'un coup, vous êtes dans la plus petite. Et tout d'un coup, on ouvre cette petite poupée gigogne, et il y en a une plus grosse, et le monde était plus grand, et qu'est-ce qui se passe, c'est extraordinaire. Et vous avez de révélation en révélation, un peu comme les tours de magie, où à la fin, il y a un twist final incroyable, et c'est pas forcément à la Usual Suspect où, il était là depuis le début, tout ça. Ça peut être quelque chose, tout simplement, où la personne comprend quelque chose sur lui-même. Il peut avoir une démarche personnelle profonde. Donc ça, si vous arrivez à jouer sur l'évolution du personnage du héros, c'est top. Enfin, à mon sens. Il faudra qu'on reparle des Américains quand même. C'est pas hyper clair. Donc moi, comme je vous ai expliqué, Life is Strange, c'est parti à la base d'une problématique de game design en disant vous devez utiliser le rewind qu'il y avait dans Remember Me, dans toutes les séquences de Memory Remix. Donc à partir de cette histoire de rewind, on aurait pu faire n'importe quoi. Mais moi je suis arrivé à la base en disant je veux faire une histoire sur des ados, parce que c'est une période que j'adore, voilà, j'ai envie de faire un truc là-dessus, et aux États-Unis, parce que c'est ma culture, même si je suis français. Voilà. Non, et en gros, voilà, donc ça c'était donc pour le background de Life is Strange. En fait, une fois qu'on est tombé d'accord sur quelle allait être un peu l'histoire, on est passé par pas mal d'itérations, juste d'idées, en disant est-ce que ça serait pas mal de faire le Life is Strange donc en 3 épisodes. On jouerait la même journée, mais dans le point de vue de 3 étudiants, donc épisode 1, épisode 2, épisode 3. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir naviguer entre les épisodes. Typiquement, dans l'épisode 1, tu fermes une porte à clé, sauf que tu arrives dans l'épisode 2, oh putain, la porte elle est fermée, donc tu repars dans l'épisode 1, tu la réouvres et tout. C'était un enfer. Ouais. Du coup, on a fait un truc beaucoup plus linéaire. Et donc, une fois qu'on est tombé d'accord sur, je vais raconter l'histoire de Max, de Chloé et de leur petit voyage, etc. On s'est enfermé avec les 2 game directors et on a fait ce que je fais tout le temps dans un scénar, c'est à partir de cette idée de base d'une jeune fille qui s'appelle Max qui peut revenir dans le temps, c'est quoi les scènes cool? Ok, qu'est-ce que c'est comme scène cool? Putain, ça serait mortel si elle pouvait faire un truc, genre typiquement, elle voit un mec qui triche au truc, hop, elle rewind, elle lui pique ses questions. Ok, il y a quoi comme scène cool? Tiens, imagine, il y a un accident de bagnole, cool, elle rewind et elle sauve. Ouais, sauf qu'elle peut sauver soit le mec, soit le bébé dans la bagnole. Donc choix moral pour le truc. En gros, on a fait une 50aine de scènes comme ça. On a trouvé plein de choix moraux assez rigolos. Genre, ouais, tu vois un mec qui triche par exemple en cours, typiquement, est-ce que tu le dénonces ou est-ce que tu le dénonces pas? Et à chaque choix, on disait, tu as un reward immédiat en disant, tu as pris la bonne décision, mais ça va te revenir dans la gueule après. Donc, tu n'as jamais de choix. Typiquement, par exemple, tu dénonces le mec, tu as le proviseur qui fait c'est hyper bien et je te fais confiance, et ça, c'est bien pour la suite. Sauf que le choix négatif derrière, tu as Chloé qui va dire, en fait, t'es une pute, quoi. Ça se fait juste pas du tout. Donc en gros, t'avais jamais de choix soit tout bon, soit tout noir. Et donc à partir de ces scènes cool, après moi c'est la technique que je fais, que ce soit un scénar de film, de série ou de jeu vidéo, c'est que tu t'enfermes tout seul, et là tu fais les gars, vous me lâchez pendant 3 semaines et je veux pas vous entendre, c'est terminé, c'est moi qui fais ma sauce. Et là je m'enferme avec John Truby et avec Vogler, et je fais une espèce de sauce et j'écris vraiment, mais méthodologiquement, je passe par toutes les étapes, avec 1, la prémisse, 2, les règles narratives, 3, le débat moral, 4, les personnages, et je fais des fiches, mais tout ça je le fais à la main, parce que j'adore écrire à la main. Et à partir du moment où j'ai tout qui est écrit de A à Z, et là je rejoins complètement ce que tu dis, c'est-à-dire que tu n'écris pas un scénar si tu n'as pas la fin. C'est la base de tout. Tu as ta fin, tu as ton début, tout ce qu'il y a au milieu, après tu gères. Une fois que tu as fait tout ça, tu passes sur l'ordinateur, et normalement, à partir du moment où tu passes sur l'ordinateur, c'est que c'est bon, c'est que c'est réglé. Tu n'as pas à te poser une seule question quand tu es devant ton PC. Enfin, bon, en ce qui me concerne, quand je suis devant mon PC, juste je rédige, je fais des jolies phrases, des jolis mots les uns à côté des autres, mais je me pose aucune question de ah putain, ça serait bien si on faisait un truc maintenant et tout. Non, tout ça c'est réglé à la base, enfin c'est réglé avant. Voilà. Peut-être juste, parce que vous avez parlé tous les deux de héros, de Vogler et tout, mais juste revenir dessus parce que. Ouais. Allô. Toujours pas.
Allô. Ouais. Du coup, vous avez tous les deux parlé, juste avant de passer à Ronan, de Vogler et de C'est pas des potes à vous. Hein. Vous pouvez peut-être expliquer qui c'est. Et je sais qu'il y a des Moi, scénaristes. j'en ai pas parlé. Hein. Ouais. Mais t'as parlé du voyage du héros. Oui, mais je suis pas au courant. Ok, d'accord, ça va. C'est Homer, moi. Dans Vogler et Truby sont deux Américains. J'ai pas lu. Non, en gros, c'est des gens qui ont, enfin, en tout cas pour Vogler, qui a étudié énormément le travail sur les mythes et le héros aux 1000 visages, notamment dans un bouquin, qui en a tiré une méthode de scénar. En gros, c'est en étudiant les mythes et les légendes du monde entier, les mecs se sont rendus compte qu'il y avait des similitudes. Voilà. Et en fait, ils ont créé une espèce de trame en disant bah, c'est rigolo parce que qu'on soit en Russie, chez les Esquimaux, en France, en Italie et tout, tous les contes, ils ont un petit peu la même structure. Donc voilà, en gros, cette espèce de. Je te vois. Ça, c'est pas Vogler, ça, c'est Campbell. Ouais, c'est Campbell, mais Vogler a créé la méthode de scénar à partir du héros au visage de Campbell, exactement. Et du coup, il a dit voilà, Campbell, donc, qui est, lui à la base, qui n'est pas du tout scénariste, qui est. Je crois qu'il est. Mythologue. Ouais. Inventons des mots. Du coup, l'autre a créé une méthode de scénar à partir de ça, mais c'est très, très mythologique. Et Truby, qui lui, pour le coup, est plus scénariste, en tout cas analyste de scénario, a créé un super document qui, moi, me satisfait totalement. C'est l'anatomie du scénario, et c'est en fait une méthode de travail, mais plus de réflexion. Genre, voilà, comment, même si vous avez. En gros, il commence le bouquin en disant que vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, c'est-à-dire qu'on a tous plein de bonnes idées. Si vous ne savez pas les mettre en forme, le but, c'est pas d'avoir des idées, c'est de raconter une histoire. Le métier de scénariste, c'est pas un métier d'idée, c'est comment, même avec la meilleure idée du monde, tu fais un scénar de merde, ou tu fais une histoire qui va transcender et qui va apporter, et qui va devenir universelle et toucher tout le monde. Et en gros, c'est pas appliqué à la règle, évidemment, mais ça donne, en tout cas en ce qui me concerne, une manière de réfléchir à une histoire qui est super carrée et qui fonctionne. Voilà. Comment est-ce que vous conciliez, par exemple, un public qui a tout son petit fil, son petit parcours et tout ça, avec une narration interactive où justement c'est difficile d'aller dans toutes ces étapes? Alors ça justement c'est la différence entre un scénar pur et simple de film, où en gros tu as juste un film à écrire ou une série ou quelque chose, et la différence entre la fiction pure et le jeu vidéo, c'est que tu as une notion de game design derrière. C'est-à-dire qu'en gros, quand par exemple sur Life is Strange, on prend une scène de base, par exemple Max et Chloé dans la chambre dans l'épisode 1, moi je raconte toute la scène avec tous les embranchements, etc. Et là tu as les game designers qui vont dire ok, donc qu'est-ce qu'on a comme interaction, comment on le fait, et surtout comment on rend la scène jouable. Donc c'est des prises de tête, je te cache pas, parce que en gros on doit se dire, la chance que j'ai eue entre guillemets sur Life is Strange, c'est que dès le début on a dit que c'était un jeu narratif. C'est-à-dire que de toute manière c'est la narration qui passera en premier, et je ne vais pas dire rien à branler du règle du gameplay, mais ça a été vraiment, de toute manière ça sera la narration qui va primer. Donc au bout d'un moment c'était le puzzle. À la base on avait comme une version de Life is Strange où on aurait pu faire tout le jeu sans utiliser une seule fois le rewind. Ça n'a pas marché parce que du coup il y a eu du côté game design qui est arrivé. Il faut quand même des puzzles bloquants, il faut que ça soit cool de pouvoir rewinder et tout, mais on voulait quand même faire un jeu qui racontait une histoire. C'était vraiment le but. Et du coup on a dû faire certains trucs. C'est en gros, si tu veux raconter une histoire, on a souvent dit t'as qu'à faire des films ou des séries, soit là on fait un jeu vidéo, donc du coup tu dois mettre cette notion de gameplay au milieu de ton histoire. Et du coup les jeux qui fonctionnent, par exemple comme Life is Strange ou tous les jeux narratifs qu'on fait, c'est qu'on arrive à allier à la fois un gameplay cool et une histoire. Donc comme je disais au tout début, Life is Strange c'est né d'un gameplay. Donc on a vraiment on a mis le gameplay au cœur de cette histoire. Ce qui peut être intéressant, c'est d'imaginer un peu un spectre où tu as d'un côté je sais pas, un film, peut-être c'est ça l'extrême, ou un jeu très 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 narratif, et puis à l'autre extrême il y a Tetris, et qui est purement mécanique, où là il n'y a pas du tout d'histoire, hormis ce que va se raconter le joueur quand il joue. Et du coup, en fait, quand on conçoit un jeu, effectivement, on peut récupérer tous les outils qu'on a à notre disposition en tant que scénariste, donc de personnages, de conflits, de tensions, de questions dramatiques, de rebondissements, de plot points qu'on peut apprendre par-ci par-là et qu'on peut expérimenter quand on écrit une histoire linéaire. Mais à partir du moment où on est dans un jeu, si même il est très très proche du spectre linéaire et très narratif, on introduit forcément la notion de choix. Le joueur il va avoir des choix à faire. Et donc quand on reste très narratif, on peut se dire l'intérêt de mon jeu, ça va être qu'il va y avoir des choix moraux. Et donc quand le joueur va faire un choix, il va être est-ce que je fais ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et du coup, c'est là que se crée la tension.
qui est un peu comparable à la tension dramatique qu'on peut avoir dans un film ou dans un livre. Et après, quand on se rapproche un peu plus du spectre, où on a plus de gameplay et plus de mécanismes, ce qui est intéressant aussi, c'est d'écrire avec la difficulté. Parce que ce qui se passe dans un jeu plus orienté mécanisme, c'est que la difficulté du jeu, c'est un peu comme la tension dramatique, c'est ça qui augmente petit à petit au fur et à mesure du jeu et qui va créer une tension, c'est ce qu'on appelle un peu le flow dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il va maintenir le joueur en éveil et qui va lui assurer à la fois d'être un peu tendu et d'avoir l'impression qu'il y a un challenge, et en même temps que ce soit pas trop dur parce que sinon c'est frustrant, et pas trop facile parce que sinon on s'ennuie. Et en fait, d'écrire avec cette idée que la difficulté est un peu comme la tension et qu'elle va augmenter petit à petit, ça donne aussi des outils pour pouvoir imaginer ces niveaux et après les mettre ou pas en corrélation avec l'histoire qu'on raconte. Et donc typiquement sur Léon, au départ, ok, on raconte toujours une histoire puisque le jeu ne se passe que dans un livre, donc l'histoire elle doit toujours avancer, elle doit toujours avoir un sens et être très sympa, intéressante. Mais on doit aussi apprendre à jouer, donc au début on va juste faire un échange de mots pour pouvoir apprendre ce principe d'étiquette, et puis après on va faire 2 ou 3 échanges de mots, après on va se rendre compte qu'en échangeant des mots, on peut changer ce qui se passe dans la suite, dans la page d'après. Après on va se rendre compte qu'en échangeant des mots on peut faire des allers-retours et du coup déplacer des objets en fonction d'une page à l'autre, en fonction des mots qu'on fait. Et tout ça, de réfléchir en parallèle la difficulté et la richesse que va proposer les mécanismes que vous mettez en place, ça donne aussi de la matière pour l'histoire. Et donc c'est vraiment les deux qui se nourrissent l'un l'autre. Et à l'inverse, on peut dire, ah bah là j'ai besoin d'un moment de tension, donc je vais faire quelque chose de plus difficile au niveau des mécanismes, ou j'ai besoin d'un peu de relâchement parce que j'ai envie de me concentrer plus sur l'histoire, et donc de jouer comme ça avec ces outils-là. C'est un peu aussi ça la spécificité de l'écriture pour le jeu, quand on ne fait pas que du scénario interactif. Une question là-bas ? Ouais, non, en fait, la question concernait la remarque précédente, et je crois que la dernière remarque vient un petit peu d'y répondre. Mais en fait, c'est pour réagir par rapport à Life is Strange, quoi. C'est-à-dire que typiquement, dans les 3 ou 4, il y a une histoire de moteur dans un hangar qui m'a fait perdre un temps fou et qui a complètement cassé la dynamique de jeu, quoi. Et donc là, typiquement, je me suis dit, bon ben, franchement, là, l'énigme, elle n'était pas nécessaire. Moi, j'aurais aimé rester dans l'histoire et j'aurais aimé voir approfondir finalement toutes les questions de narration interactive plutôt que de faire revenir du gameplay à un moment où on l'avait complètement oublié et on n'avait plus besoin et on n'en voulait pas, quoi. Voilà. Je suis complètement d'accord. Bah, typiquement, tu vois ça, dans le scénar, c'est Max et Chloé arrivent dans le garage, etc. Elles trouvent la porte cachée sous le moteur, elles entrent. Tu vois, c'est ouais, non, mais alors il va falloir. Ça serait bien de rajouter un petit peu de piment, de sel, de trucs et tout. Non, c'est chiant, putain. Pas les couilles. Ça me raconte, tu vois. Ça rend. Je suis désolé, je te prends le micro, mais je te le rends. Je ne l'oublie pas ça. Juste pour dire, on écrit une scène. Après, si on était dans le cinéma, peut-être qu'il y aurait un directeur créatif qui aurait fait là plus larmoyante. Je ne sais jamais travailler dans le cinéma. Mais en tout cas, une fois qu'elle est écrite, on la gamifie. Et on la gamifie du mieux possible. C'est-à-dire on rajoute une couche de gamification. Je vous donne un exemple concret. Dans Outer Chronicle, à un moment, les héros se retrouvent dans l'espace. Le vide spatial, ils ont comme une combinaison et ils sont dans une ceinture d'astéroïdes autour d'une géante gazeuse. Ils doivent retrouver leur chemin vers leur vaisseau. C'était moyennement gamifié. Et ben on a décidé de leur mettre 30 minutes d'oxygène. À chaque fois qu'on fait un choix, on perd 1 minute d'oxygène. Et là, tout d'un coup, il y a une gestion. On n'est plus dans l'exploration, on a une tension et ça reste gamifié. Ça marche plutôt pas mal. On est dans un jeu textuel, on est quand même en apnée. Mais voilà, donc il y a, de même qu'il y a l'art de la réécriture pour que le ton soit différent, bah, là le ton en l'occurrence qu'on doit mettre, c'est la couche de gamification. Alors après, l'écriture aussi, elle peut venir pour justement nourrir le game design et particulièrement le level design. Moi je me souviens d'une expérience notamment où là j'étais au tout début du projet. Donc là on avait quand même une contrainte, c'est qu'on savait sur quel jeu on travaillait, on savait donc là aussi un peu le type de gameplay, donc en gros c'est pas de la mort mais c'est de la bataille, parce que c'était du jeu de stratégie tour par tour. Donc là il ne s'agissait pas de réinventer la roue, on avait déjà les grandes lignes, on avait l'univers qui était déjà posé puisqu'on était dans une série déjà écrite, donc Might and Magic en l'occurrence.
Donc ça, c'était pas ça qu'on allait réinventer. Pour autant, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire de nouveau là-dedans. Et c'est là où on a fait des réunions justement, producteurs, writers, donc on était plusieurs auteurs, scénaristes, il n'y avait pas que moi, des game designers, et on a discuté sur qu'est-ce qu'on allait apporter, quel type d'expérience on allait mettre et qu'est-ce qui allait faire que justement cette nouvelle mouture allait être intéressante. Et on s'est arrêté justement sur une intention assez générale, justement une intention, mais qui a donné du carburant pour certains, c'est les grandes leçons d'histoire. Parce qu'effectivement, l'histoire, avec un H majuscule, c'est rien d'autre ça peut être un catalogue de batailles, de victoires et de défaites. Et donc on s'est penché sur l'histoire, sur les grandes batailles, les batailles historiques de notre monde, les batailles mythologiques ou légendaires, parce qu'il y a des batailles, on ne sait pas vraiment si elles ont eu lieu, comme l'Iliade. Et ça nous a donné justement des lignes directrices. Donc là, pour le coup, c'est pas Victor Hugo, c'est pas Maigret, mais effectivement, moi aussi, je vais aller piocher. Là, pour le coup, c'était l'histoire. Mais après, on est allé piocher du coup chez Homère. Parfois, ça m'arrive d'aller piocher chez Shakespeare. Donc, je vais effectivement aller essayer de retrouver des ancrages, en effet, dans la mythologie, dans la légende. Dans des classiques du Stephen King, on en parlait par exemple, parce qu'il sait très bien raconter la terreur ou la peur adolescente par exemple. Donc si je me trouvais demain à travailler sur un projet adolescent où il est question justement d'une peur qui tout d'un coup, une espèce de monstre commence à terroriser ou quelque chose de terrible est en train d'arriver dans une vie, je penserais tout de suite à Stephen King et je me replongerais dans l'ambiance de Stephen King. De ces bouquins. Donc c'est sûr que ça va nous aider. Et pour revenir à cette idée de scénario, donc j'ai travaillé sur le pitch, sur le synopsis, des propositions du coup de maps, de niveaux avec des objectifs très encore généraux. Et on a présenté ça en fait à l'équipe de dev et donc à ceux qui allaient faire après le level design. Et en fait, ça les a aidés avec les images. Oui, Troie, les Grecs qui vont défoncer la muraille de Troie avec le cheval de Troie, la Saint-Barthélemy, ouais, il va y avoir de la purge et tout, c'est du gros massacre. Enfin, tout ça, ça donne des idées du coup. En termes de gameplay, en termes d'action, c'est effectivement, c'est non seulement visuel, c'est action, donc c'est des verbes d'action, ça peut se traduire en mécanique, et c'est du coup de l'émotion, c'est rattaché à quelque chose de l'histoire ou justement des histoires qu'on a pu lire, entendre ou voir. Et là, le jeu nous ramène à quelque chose qu'on comprend, nous, humains. Parce que ce soit un jeu, un livre, un film ou une série télé, effectivement, c'est une forme de narration. Donc ça doit nous toucher, ça doit être une expérience qui apporte une émotion d'une manière ou d'une autre, qui nous fasse réfléchir, qui nous fasse ressentir quelque chose, même si c'est parfois très simple. Mais en tout cas, elle peut avoir cette ambition et elle peut aller très loin, en fait. Dans cette ambition, après, ça dépend justement des moyens qu'elle se donne. Allô. Donc, je pense qu'il nous reste encore. On voulait aborder encore 2 points avant de passer aux questions. Après, on aura 30, 25 minutes de questions, je sais pas, un peu moins. D'abord, vous voulez parler un peu du futur de l'écriture pour vous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se développent, et c'est quelque chose qu'on avait abordé avec Fibre Tigre. Et après, on viendra sur le parcours pour devenir scénariste, qui est quelque chose qui pourrait être intéressant aussi aujourd'hui. J'ai combien de temps? Bon, alors, je prends juste 5 minutes. Donc moi je fais un petit peu de recherche et développement dans l'écriture. Et voici mes conclusions à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui quand vous jouez à un jeu genre Skyrim, vous avez quelqu'un qui vous parle, vous avez un livre, vous ouvrez un livre et vous avez des mots qui ont été écrits par un scénariste humain. D'accord? Alors ça a l'air rigolo de dire comme ça, mais aujourd'hui on est à une époque où les contenus se font premièrement par combinatoire, donc par exemple des mots préinscrits qu'on combine, voilà, voire par génération procédurale. Génération procédurale, c'est que vous avez une graine mathématique qui génère du texte, par exemple. On s'est aperçu avec la génération procédurale que ça génère plus de vide que de contenu. L'exemple, ça a été No Man's Sky, par exemple. On attendait qu'il génère beaucoup de contenu, ça a été marketé sur son contenu, et ce contenu explorable, finalement, nous a apparu très vide.
Il se trouve que le jeu vidéo, il a cet aspect complètement marginal dans... Peut-être juste, je sais que normalement beaucoup de gens connaissent No Man's Sky, mais juste précise généralement le concept. On va sur des planètes, il y a des extraterrestres, blablabla. C'est pas important. Franchement, c'est pas important. C'est pas important. Non mais non mais l'idée. Le mec bosse dans le marketing. Non, mais voilà. L'idée, c'est que le jeu vidéo, c'est l'industrie la plus singulière du monde parce que on avait des tâches qui étaient faites par des robots. C'est-à-dire qu'il y avait des algorithmes qui fabriquaient des villes entières dans Daggerfall, et quand les gens ont eu de l'argent, ils ont enlevé les robots, ils ont mis des humains, des level designers pour faire Morrowind. Ils avaient des surfaces de jeu immenses créées par des robots, ils ont préféré des petites surfaces de jeu créées par des level designers. C'est-à-dire que la qualité est apportée par l'humain, d'accord ? Donc c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, mais c'est une question qui pèse exactement 120 millions de dollars parce que Star Citizen, qui est crowdfundé, qui n'est pas encore sorti, sera en SMIP génération procédurale. C'est la question qui pèse 120 millions de dollars, c'est de savoir est-ce que quand les algorithmes créent des planètes et des mondes, est-ce que c'est plus intéressant que quand c'est un humain ? On ne sait pas pour l'instant, et la réponse est plutôt non. Troisième piste possible, les IA par réseau de neurones. Donc moi j'en ai une, figurez-vous, et qui s'exprime en français, qui génère du texte en français. Bon, pour simplifier, c'est pas demain la veille que les IA vont faire du lore ou des textes, mais plaçons-nous dans ce monde merveilleux où les IA fabriquent à la volée des mondes. C'est-à-dire que vous arrivez dans un village de Skyrim et votre IA qui est dans le jeu va générer un PNJ qui est donneur de quête, il va générer un contexte, un personnage donneur de quête, il va générer une quête, il va générer un scénario autour de ça, il va vous envoyer faire des choses, on va dire, dans le monde. Alors ça a l'air super cool comme ça, vous dites « Waouh, j'ai ma session de jeu, j'ai mon jeu unique, j'ai mon expérience unique », mais en fait c'est occulter la dimension sociale du jeu, parce qu'aujourd'hui, quand on joue à un jeu vidéo à Skyrim, il y a une ville qui s'appelle Blanche-Rive, on veut dire à ses copains le lendemain, refaire le match et dire « Ah, hier j'étais assis à Blanche-Rive, on me demandait de tuer des trolls et c'était cool, tu vois ». Et le mec comprend, parce qu'il a vécu la même chose. Et il y a un besoin de gérer son jeu, enfin de vivre la même chose. Donc la dernière piste sur laquelle je travaille actuellement, pour générer du contenu de façon innovante et qui ne soit pas par un auteur humain, qui reste aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, d'après moi, la façon la plus innovante. Donc une autre façon serait de faire interagir deux joueurs. Donc j'ai pas 10 000 exemples, enfin j'ai 10 000 exemples à vous donner, mais j'ai pas malheureusement 10 000 minutes, donc je vais vous en donner un. Aujourd'hui, quand vous allez dans un jeu vidéo, un jeu de rôle comme Skyrim, et que vous achetez un chandelier pour mettre dans votre maison, il faudrait que ça génère à la volée une quête dans la guilde des voleurs pour voler ce chandelier, vous comprenez ? Parce que ça lui donnerait de la valeur, puisqu'il est susceptible d'être volé, et puis la personne qui va voler quelque chose chez vous, cet objet qui était inutile, et tout d'un coup il a une histoire, une double histoire. Voilà, il peut même avoir une histoire de vengeance derrière. Et ça peut mener en plus à du level design itératif crowdsourcé, c'est-à-dire que si demain j'achète un chandelier que je mets dans ma maison, et qu'il y a un voleur qui à tout moment peut se pointer pour le voler, je ne vais pas le mettre peut-être dans ma maison, je vais le mettre au fond d'une grotte, entouré de pièges, et je vais l'attendre avec mes copains. Ce qui fait que, l'air de rien, je viens de créer un donjon. Voilà. Et un donjon, en plus, en essayant d'exploiter toutes les possibilités du jeu. Et du coup, mon intuition, c'est que si tout se passe bien, dans quelques dizaines d'années, les open world seront en fait créés par des joueurs. C'est-à-dire des joueurs qui vivront des expériences de systèmes de gameplay. Voilà. Fin de ma longue histoire. On peut en discuter, hein. C'est quelque chose sur lequel je suis à fond en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, ou est-ce que pour vous il y a... Moi, je passe pas après. Non, c'est hyper intéressant. Là, pour le coup, je suis trop cool. Moi, je veux bien en discuter aussi. J'ai un autre à dire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, d'autres, parce que là, c'est de la recherche et développement dans la scénarisation de jeux vidéo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'autres expériences de recherche et développement, des choses qui sont envisagées ou qui sont intéressantes, qui diffèrent en fait de la scénarisation classique? Je vais juste préciser que je travaille avec quelqu'un dont le but est de faire une IA conversationnelle, donc comme Watson en français. Donc on l'a, elle s'appelle Yuri, si vous voulez lui parler un jour. Et il veut vendre ce logiciel à des grosses sociétés de création de jeux vidéo. Donc peut-être demain, les textes seront générés à la volée par des intelligences artificielles. Voilà. Oui,
j'ai entendu parler de quelque chose de recherche et développement, mais c'était toujours, à l'époque en tout cas, orienté sur essayons d'avoir une IA qui crée une histoire et que ce soit intéressant, et j'y ai jamais vraiment cru pour l'instant, parce que, ok, on peut lui donner une trame un peu basique, et elle peut générer des personnages autour d'une structure dramatique, mais le sens, il n'est pas là, et pour l'instant, c'est vraiment les humains qui vont aller insuffler un sens dans une histoire. En revanche, ce qui est cool, c'est les histoires effectivement que le joueur se crée par son expérience. Et je ne sais pas si vous avez joué au Zelda qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi à la perfection ce design d'exploration. C'est-à-dire que le joueur, il est sans arrêt en question. Il va se dire tiens, qu'est-ce qu'il y a en haut de cette colline? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Et il est toujours récompensé quasiment pour cette curiosité. Et du coup, c'est juste un chef-d'œuvre. Et là, pour moi, il y a des histoires, des centaines d'histoires, de micro-histoires que le joueur se raconte, alors qu'il n'y a pas forcément de personnage, il n'y a pas forcément d'intrigue, mais il vit quelque chose à chaque fois. Et je pense que l'avenir du jeu vidéo, il est effectivement aussi là. Non, pour Moi, je veux pas qu'on fasse vraiment, on fait une startup parce qu'on me met toujours en dernier. Ah, je ne suis pas toujours en dernier, je crois quand même. Bon, alors effectivement, c'est vrai que je pense que l'industrie, elle, se positionne d'abord clairement sur des mondes de plus en plus ouverts. Ça, c'est vrai que c'est une tendance qui se dessine. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Puisque, bon, à mon avis, il y aura, comme tous les, entre guillemets, les innovations, il y a le moment de déception. Et puis, je pense que tous les jeux ne peuvent pas être des jeux au monde ouvert. Ça n'intéresse pas tout le type de joueurs. Après, effectivement, moi j'aime bien l'exploration, mais pas quand elle est justement trop longue. Donc le monde du jeu, pour moi, va un peu trop loin parfois, est trop engageant. Je préfère des jeux plus modestes comme Vanishing Ethan Carter par exemple, où là on sait qu'on a une exploration mais qui va durer que quelques heures, ou Gone Home, ou des choses comme ça. Là où je rejoins effectivement c'est des trucs que je ressens, moi c'est purement l'intuition, c'est pas de la R&D, c'est vraiment mon sixième sens de scénariste. C'est le côté effectivement social. Je vois qu'effectivement les jeux vont un peu plus vers le multijoueur, etc. Je pense que, et c'est pour moi effectivement la limite de l'automatisation, du remplacement de l'humain justement par les IA et par des bots ou ce qu'on veut, c'est que l'humain n'est jamais mieux qu'avec un humain en face de lui en fait. Au bout d'un moment, il s'emmerde avec quelque chose qui est trop froid, trop artificiel, trop précalculé, ou en tout cas algorithmique, et que justement, il faut lui remettre de l'humain. Donc l'humain, ça va passer soit effectivement par un scénario écrit par un scénariste humain, donc avec un bon scénario, entre guillemets, bien structuré, c'est ça qu'il est venu chercher, soit effectivement un jeu qui propose de l'interaction sociale, c'est-à-dire qu'il intègre l'interaction sociale vraiment dans son gameplay et dans son expérience de jeu. Et effectivement, je pense que le côté où effectivement le jeu de rôle papier est un peu arrivé à ça, où les joueurs au bout d'un moment se sont mis à faire même leur partie, leur scénario, etc. C'est devenu un peu open source, même si c'est un problème pour l'industrie du jeu parce que c'est une perte d'argent. Il va falloir qu'ils trouvent un modèle économique où ils pourront concilier à la fois justement la rentabilisation de leur production avec cette possibilité de customisation et de création finalement, alors de communauté, je dirais, de guildes où il y a des gens qui après se rattachent sur des serveurs et créent ou des mondes qu'ils vont créer, où ils vont même après éditer leur niveau, créer leur quête, etc. Et pouvoir se retrouver. Parce que là, c'est totalement au cœur, je dirais, en plus du web, etc., où on voit que ces mouvements de communauté qui sont parfois sont éclatés géographiquement. Donc le online permet justement cette possibilité-là, et je pense qu'effectivement ça c'est une piste d'avenir. Non, moi, c'est vrai que c'est pas des questions que je me pose beaucoup et je suis hyper enthousiaste par rapport à tout ce qui s'est dit autour de la table. Je pense qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est comme quand on parle de cinéma. Tu peux pas dire j'aime le cinéma dans son ensemble. Tu as des gens qui sont ultra fans de films d'action, d'autres qui sont ultra fans de comédie. C'est très 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 vaste. Et aujourd'hui, le jeu vidéo, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Tu as des gens qui vont faire que du Call of Duty, d'autres qui vont faire des MMO ou des jeux stratégiques ou des jeux narratifs ou des jeux d'aventure. Tu peux aimer le média dans son ensemble, mais tu dois avoir des goûts. Moi, en ce qui me concerne, je pense que l'avenir des jeux narratifs, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'aime, c'est raconter des histoires. Et je pense sincèrement que
il y aura rien de mieux qu'une bonne histoire bien racontée par un scénariste derrière. Quand tu joues à un jeu narratif, tu cherches pas une expérience de gameplay forte, à mon sens. Tu cherches à être emporté et qu'on te raconte quelque chose et que tu sois cueilli par une histoire. Si une histoire est racontée par un être humain, on en parlait tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un côté un peu universel aussi qui va toucher les gens, et en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, de créer une histoire qui peut toucher le maximum de gens en étant vrai. Et j'ai l'impression que là, aujourd'hui, dans ce cas particulier, il n'y a pas grand-chose qu'un être humain ou qu'un scénariste qui peut arriver à faire un truc comme ça. Enfin, le jeu narratif, c'est juste, j'ai envie qu'on me raconte une belle histoire, je pense. Il y a une question. Juste pendant que le micro arrive, je vais dire que le jeu dont on se souviendra de cette décennie, je pense que ce sera Pokémon Go, donc le scénario. Bonsoir. Justement, on parle un petit peu de tout ce qui est à venir par rapport à tout ce qui est scénarisation, par rapport justement à l'avenir avec tout ce qui est les nouvelles technologies, comme la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, justement, qui apporte justement cette nouveauté pour le joueur de vivre directement, d'être le personnage de son histoire. Quel est un petit peu justement pour vous l'avenir que vous voyez par rapport à toute cette gamme de possibilités, d'un point de vue évidemment scénar? Très rapidement, je ne crois pas, le virtuel ne m'intéresse pas du tout, ni la réalité augmentée. Et moi, je suis à fond pour le texte. Je trouve qu'on a extrêmement de mal dans le jeu vidéo à raconter une simple histoire d'amour, à parler d'amour justement. On a beaucoup de mal à parler de choses très très simples et à faire provoquer des émotions. Alors, tenons-nous-en au texte, enfin, c'est ma philosophie, et après on mettra des budgets hollywoodiens derrière. Moi, je suis pas d'accord. Non, je pense justement que... Enfin, ça, c'est encore mon point de vue de scénariste et vraiment de personnes qui aiment l'histoire. Je pense que quand tu écris une histoire avec tes tripes et avec ce que tu as envie de raconter, parce que ça te touche, ça touchera forcément d'autres personnes. Parce que voilà, c'est qu'on soit différent des mecs, des nanas, de Paris, de n'importe où en France ou dans le monde. Si ton histoire est bonne et que tu es sincère quand tu l'écris, tu peux toucher d'autres personnes. Par rapport à la VR, moi je pense que je suis très fan de ce que la VR peut offrir en termes d'immersion. Je pense que tu fais un jeu génial en VR avec une histoire de merde, tu as une histoire de merde. Tu fais une bonne histoire, que ce soit en VR ou avec une manette, tu vas kiffer. Je pense que en tant que scénariste, que ce soit tous les scénaristes qu'il y a dans la salle, c'est débrouillez-vous pour mettre la main sur des kits VR, parce que je pense qu'il y a un super truc à jouer dans l'avenir. C'est un outil d'immersion hallucinant. Et le jour où il y a une boîte de jeux vidéo qui sort un jeu avec un super scénar, avec un casque VR sur la figure, le scénar de Resident Evil 7, c'est pas top. Mais putain, ce que tu ressens quand tu joues, tu n'as jamais autant flippé de ta life. Donc si tu fais une histoire, moi mon rêve c'est de faire un Life is Strange-like en VR. Ouais, je veux dire, j'aimerais bien arriver à un truc comme ça, parce que pour le coup, ça va pas arriver via un écran interposé, ton histoire avec Max et Chloé et tout, qui est sensible, qui est plein de trucs et tout. Là, pour le coup, tu vas le vivre toi-même. Donc je pense sincèrement que il faut, en tant que scénariste, apprendre à évoluer avec son immédiat. Si tu as envie d'écrire de la réalité virtuelle, démerde-toi, trouve-toi un kit, essaye et écris avec ça. Et je pense que oui, il y a un gros truc à jouer en termes d'immersion et d'émotion. Pour moi, c'est un outil sublime. Il est ça, il croit, mais c'est un personnage de manga. Voilà. Alors moi, je vais être tiède, en fait, je vais être entre les deux. Sur la narration VR, je dirais que conceptuellement, ça ne change pas par rapport à pas mal de jeux, parce que la narration de jeu est déjà beaucoup spatialisée. Après, ça pose évidemment des contraintes beaucoup plus précises, d'ergonomie ou du X, mais il y a déjà pas mal de jeux en première personne, donc honnêtement, c'est pas là où c'est révolutionnaire pour ceux qui viennent du jeu. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire comme type de jeu avec. Pour l'instant, je pense qu'on est un peu trop pris dans la fièvre de la VR et la réalité augmentée, donc on fait un peu de tout, et pas non plus que tout, mais je parle en narration, en fiction, parce que sur les expériences professionnelles, là, il y a sur
la portée, l'application professionnelle de VR, là je peux comprendre, mais pour l'instant en termes d'entertainment, c'est encore... on La est réalité augmentée, encore dans c'est l'expérience. la réalité augmentée, c'est la prolongation de ce qu'étaient les ARG. Et les ARG, ça n'a jamais marché. Les mecs qui viennent me voir en disant j'ai un projet d'ARG, je leur dis mais le fais pas, tu vas perdre 2 ans de ta vie. Non mais c'est vrai, si vous voulez faire un ARG, moi je vous le déconseille de le faire. Vous avez le droit dans le mur, ça n'a jamais marché. Voilà un truc qu'on est sûr que ça marche pas. Non ? Bah, il faut des gros moyens, il faut un public très large pour faire Pokémon Go et encore. Donc c'est pas gagné. Mais on va voir. En tout cas, ça a beaucoup de promesses. Pour l'instant, c'est encore un peu le problème du fil. Donc je pense pour l'instant, c'est un peu... on verra dans l'avenir. Moi, je reste à distance. Oui, c'est ça en fait. Je pense que c'est relativement récent. Mais les questionnements qui sont existants pour l'instant, ils sont vraiment liés au design, au game design, plus que qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter comme une nouvelle histoire avec. C'est vraiment... c'est lourd. Quand on se déplace, on a la gerbe globalement. Donc, comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour que le joueur puisse se déplacer sans qu'il ait mal à la tête au bout de 10 minutes? Donc, c'est beaucoup de questions qui sont des questions techniques et qui sont liées au game design. Et effectivement, si on arrive à les résoudre et à trouver des solutions, ensuite, je pense que dans le deuxième temps, il y aura effectivement des questionnements au niveau du contenu. Mais pour l'instant, le contenu est très lié à ça, quoi. Moi, j'ai assez peu joué et testé, j'ai pas eu l'intention de faire des projets là-dessus. Mais tous les amis que je connais qui sont un peu là-dessus, c'était vraiment on nous demande de faire un jeu de course avec un casque, en fait, dès qu'on fait un virage, on vomit. Donc, comment faire? On fait un jeu de course sans virage. Et comment rendre intéressant un jeu de course sans virage? Et donc, voilà, toutes les questions sont plutôt des questions de game design. Du coup, je pense qu'on va clore et passer aux questions, parce qu'il y a plusieurs personnes qui posent des questions. Et du coup, là, les questions à nous sont finies. Et donc, est-ce qu'il y a des questions? Ouais.